Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer un peu ce que c'est que l'avantage statistique et donc l'espérance de gain. Alors pour ceux qui savent déjà ce que c'est l'espérance de gain, bon ce cours ce sera pas d'une grande utilité. Mais pourquoi est-ce que c'est important que je vous en parle? C'est parce que avec l'approche qu'on a développée, donc l'approche statistique, ce qui est important de comprendre c'est justement les évolutions de l'espérance de gain et les évolutions du risque dans les stratégies qu'on va mettre en place. Donc, il faut que je vous explique ce que c'est que l'espérance de gain pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que l'espérance de gain va évoluer, comment, et tout simplement déjà comment est-ce qu'on calcule une espérance de gain. Alors, une espérance de gain, pour faire simple, si on s'en tient ne serait-ce qu'au niveau du linguisme, l'espérance, donc on va espérer, donc l'espérance de gain, c'est ce que l'on espère gagner sur une opportunité. Alors, exemple, prenons le cas d'un pari où on doit lancer une pièce de monnaie. Pile, je gagne 10 euros, face, je perds 15 euros. Donc ça, c'est une opportunité. On se demande en fait justement quelle est l'espérance de gain, c'est-à-dire combien est-ce que l'on peut espérer gagner en jouant à ce jeu. Donc les problématiques sont assez simples. Déjà, c'est est-ce que ce pari est intéressant? Bon, j'ai mis deux, mais est-ce que ce pari est intéressant? Et si ce pari est intéressant, combien je peux m'attendre à gagner en faisant ce pari? Alors, sur un lancer par exemple, ça serait une sorte de moyenne. Et puis sur 10 lancers. Par exemple, si je lance 10 pièces de monnaie, combien est-ce que je m'attends à gagner ou à perdre à la fin? Et c'est à cette réponse que, c'est à cette question, pardon, que va répondre l'espérance de gain. Alors, on commence par quoi? On commence à se demander combien de chances est-ce que j'ai de faire pile et combien de chances est-ce que j'ai de faire face. Bon, vous savez bien évidemment qu'on a une chance sur deux. Après, il y a des petits détails comme vous savez que si vous lancez deux pièces, peut-être que vous aurez deux piles ou deux faces. Alors que normalement, si on a une chance sur deux, il devrait y en avoir une fois pile et puis la deuxième fois face. Hein, vous savez que plus vous lancez deux fois une pièce, et plus vous vous approcherez des 50-50. Si vous lancez 10 fois une pièce, vous aurez peut-être pas 50%, peut-être que vous aurez fait 7 piles ou 7 faces. Si par contre vous en lancez 100, vous aurez beaucoup de chance, beaucoup plus de chances d'avoir 50 piles et 50 faces. Bon, quand bien même, restons quand même dans quelque chose de théorique. Donc j'ai 50% de chance de gagner 10 euros et j'ai 50% de chance de perdre 15 euros. Donc c'est comme ça qu'on commence à raisonner. Du coup, le calcul de l'espérance de gain, c'est c'est un calcul qui est assez simple. On multiplie tout simplement la probabilité que j'ai de gagner mes 10 euros et on le soustrait à la probabilité que j'ai de perdre mes 15 euros. Donc puisque j'ai 50% de chance de gagner 10 euros, 50% x 10, et que j'ai 50% de chance d'en perdre 15, donc moins 50 x 15, ça me donne comme résultat moins 2,5 euros. Donc j'ai une espérance de gain négative. L'espérance de gain peut être positive, neutre, donc à zéro, ou négative. Si mon espérance de gain est positive, ça veut dire que mon pari est intéressant. Cette opportunité est intéressante. Parce que je m'attends à gagner de l'argent. Si j'ai une espérance de gain à zéro, bon, ça veut dire que ce pari peut être intéressant, mais que je m'attends à ni gagner ni perdre. Mais au moins, je ne perds pas d'argent, ce qui est pas mal. Et si, comme c'est le cas ici, on a une espérance de gain négative, ça veut dire que mon pari est inintéressant. Puisque je m'attends en fait à perdre 2,50 € par lancé. Alors, vous allez me dire, il y a un truc qui cloche, puisque si je perds, je vais pas perdre 2,50 €, je vais perdre 15 euros. On est d'accord. Mais l'espérance de gain, en fait, c'est une sorte de valeur moyenne. C'est-à-dire que, ok, vous allez perdre 15 euros. Mais si on fait 10 lancers, combien vous allez perdre au bout de 10 lancers? Vous allez me dire, 10 fois 15, 150 euros. Non, 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 non. Parce que sur les 10 lancers, il y aura des gains et des pertes. Et la question, c'est ça. C'est pas sur un trade, enfin, nous, ça sera du trading, donc un trade, donc c'est pas sur un lancer que ça va être intéressant. Ce qu'on demande, ce qu'on voudrait savoir, c'est sur 10 lancers, sur 20 lancers, combien est-ce que je vais m'attendre à gagner ou à perdre? Donc bien évidemment, quand on va faire une perte, on va pas perdre 2,50 € puisqu'on va perdre 15 euros.
Mais en fait, on va perdre en moyenne 2,50 €. D'accord? Donc en fait, on pourrait dire que l'espérance de gain, c'est la moyenne des gains que l'on s'attend à faire ou la moyenne des pertes que l'on s'attend à faire. Et donc, si je fais 10 lancers, je m'attends à perdre 25 €. Alors on va vérifier les calculs avec donc moins 2,50 € d'espérance de gain. Donc imaginons que je fasse 6 lancers. Et comme j'ai 50% de chance et on va dire qu'on est dans un monde parfait où les probabilités sont absolument respectées, je vais donc faire 3 piles et 3 faces. Donc mon gain, ce sera 3 fois 10 €, puisque je gagne 10 € par gain, ça fera 30 €. Ma perte, ça fera 3 fois 15 €, soit 45 €. 30 moins 45 égale 15 €. Donc en tout, j'ai perdu 15 € en lançant 6 fois ma pièce. Est-ce que mon espérance de gain avait raison? On va voir. Donc en moyenne, je perds 2,50 € par lancé. J'en ai fait 6. 6 fois 2,50 €. Ah bah tiens, je retrouve mon 15 €. Vous avez compris? C'est relativement simple au final. C'est calculer combien est-ce que l'on s'attend, combien est-ce que l'on espère, combien est-ce qu'en moyenne on va gagner ou perdre. Et dans ce cas-là, on est perdant. Donc si quelqu'un un jour vous demande, ça te dirait de jouer avec moi, pile 10 € et face tu me donnes 15 €, en gros c'est pile tu gagnes et face je perds. Enfin, vous comprenez le principe. Donc ici, notre espérance de gain est négative, donc il faut pas. C'est pas intéressant comme opportunité. Alors autre exemple, un poil plus complexe, parce que là, c'était entre guillemets relativement simple, parce qu'on avait juste pile ou face. Imaginons maintenant qu'on lance un dé. Alors un dé à 6 faces. Donc, imaginez que vous baladez dans la rue, qu'il y a un badaud qui vient et qui vous alpague à une table et qui vous dit, voilà, voici un dé, il n'est pas truqué. Tu le lances. Si jamais tu fais 6, je te donne 10 000 €. Mais par contre, si tu fais 1, 2, 3, 4 ou 5, tu me donnes 1000 €. Est-ce que vous allez jouer? Alors, peut-être que la plupart d'entre vous, à cause des sommes, vous allez dire, ouh, non, je vais quand même pas risquer de perdre 1000 €. Alors, ok, je peux en gagner 10 000, mais bon, si j'arrive pas à faire de 6 au bout de 3 fois, j'aurais perdu 3000 €. Ça d'ailleurs, c'est une notion très intéressante. Si je m'arrête à 3 pertes, j'arrête complètement. Ça, c'est ce qu'on appelle également l'avantage statistique. En fait, pour être sûr de gagner 10 000 €, il faudrait lancer au moins 6 fois un dé. Bon bref, la question déjà, c'est de savoir, encore une fois j'ai mis un E, je sais pas pourquoi, est-ce que ce pari est intéressant? Combien je dois m'attendre à gagner sur un lancer? Combien je dois m'attendre à gagner sur 10 lancers? Alors, par rapport à la pièce, les statistiques sont différentes. Puisque sur la pièce, j'avais une chance sur 2, donc 50%. Ici, en fait, j'ai une chance sur 6 de gagner 10 000 €, c'est-à-dire 16, en arrondissant 67%. Et j'ai 5 chances sur 6 d'en perdre 1000, c'est-à-dire 83,33%. Donc calcul de l'espérance de gain. 16,67 fois 10 000, donc 1 divisé par 6 fois 10 000, parce que c'est donc combien je peux gagner multiplié par la probabilité de gagner, et je soustrais ma probabilité de perdre, c'est-à-dire 83,33%, par combien est-ce que je risque de perdre, fois 1000. On obtient 833,33 €. Je m'attends donc à gagner 833,33 € par lancé. Donc si je fais 10 lancers, je m'attends à gagner la modique somme de 8333,33, et bien sûr il y avait plein de 3 qui allaient ensuite, euros. Donc finalement si quelqu'un un jour vous propose cela, foncez. Parce que vous avez une chance sur 6 de gagner 10 fois ce que vous risquez de perdre. C'est pas mal. Alors, on vérifie. Je fais 12 lancers. Donc puisque j'ai une chance sur 6, et qu'on va dire pour notre exemple que les probabilités sont respectées, etc. Donc je fais 12 lancers, c'est-à-dire que je fais 2 fois une phase de 6. Donc quel est mon gain? J'ai gagné 2 fois 10 000 €, donc 20 000 €, et j'ai perdu 10 fois 1000 €.
C'est-à-dire que j'ai perdu 10 000 euros. J'ai donc gagné 10 000 euros. 20 moins 10, 10 000. On vérifie avec l'espérance de gain qui était de 833,33. Si je multiplie par le nombre d'opportunités, on va dire que j'ai faites 12 fois 833, 9 980. Alors, là, on ne trouve pas 10 000 parce qu'avec les jeux des arrondis, etc., mais on a bien nos 10 000 euros. Alors, l'espérance de gain, c'est important, et notamment le nombre d'occurrences, parce que imaginez que sur les 12 lancés, et ça, on en reparlera énormément dans le trading, donc je vous reparlerai de cet exemple, mais je fais la parenthèse. Imaginez que sur 12 lancés, vous perdiez les 10 premiers, et que les deux suivants, vous les gagnez. Demandez-vous combien de personnes, au bout de 1, 2, 3, 4, 5 lancers perdants, auraient arrêté. Et combien auraient accepté d'aller jusqu'aux 12 lancers, et de rafler la mise du coup, et de gagner 10 000 euros. Mais très peu. Et bien c'est ça le trading. C'est quelqu'un, le marché, qui vous propose un pari. Vous pouvez gagner ce pari, mais des fois il va falloir subir une série de pertes. Mais la plupart vont abandonner après une série de pertes et se priveront donc d'un gain. Bienvenue dans le monde du trading. Bon, on a parlé des pièces de monnaie, on a parlé des dés, je crois qu'il ne vous a pas échappé que en trading on ne va pas lancer des dés ni de pièces de monnaie. Donc on va essayer de prendre un exemple pour le trading. Alors, je décide de risquer 100 euros. J'ai un objectif de gain de 50 euros et on verra plus tard comment déterminer ce taux de réussite. Et j'ai un taux de réussite de 70%. C'est-à-dire qu'en gros, j'estime avoir 70% de chance d'atteindre mon objectif. Alors ma question c'est, est-ce que mon trade est intéressant? Combien dois-je m'attendre à gagner sur ce trade en particulier? Et sur 10 trades identiques comme celui-ci, combien est-ce que je dois m'attendre à gagner? On fait toujours pareil. Donc j'ai 70% de probabilité de gagner 50 euros et j'ai 30% de probabilité d'en perdre 100. Donc 70% x 50 moins 30% x 100 égale 5 euros. Donc je m'attends à gagner 5 euros par trade. Alors là encore, vous pourrez me dire, mais non, si on gagne 50 euros. Oui, mais c'est une valeur moyenne, c'est-à-dire que en moyenne, chaque trade va me rapporter 5 euros. C'est-à-dire que si je prends 100 trades, je gagnerai en tout 500 euros. En tout cas, je m'attends à gagner 500 euros sur 100 trades, ce qui signifie 5 euros par trade. Parce que, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, on a vérifié les calculs, un trade, par exemple, je gagnerais 50 euros, le deuxième, je perdrais 100 euros. Le deuxième, je gagnerais 50 euros, le troisième, je gagnerais 50 euros, le quatrième aussi, puis le cinquième, je perdrais 100 euros. Et quand on analyse finalement toute cette série, à la fin, en faisant les comptes, on aurait gagné en moyenne 5 euros par trade. Donc ici, ma stratégie, en tout cas ce que je veux faire, c'est positif, c'est bien. On a une espérance de gain positive, ou même si c'est une espérance de gain qui ne fait pas forcément rêver, 5 euros par trade en moyenne. Bon, bien sûr, il y a une petite différence entre un lancer de pièces ou de dés et le trading, puisque un lancer de pièces ou le dé, le taux de réussite, on le connaît. On a une chance sur 2 de faire pile ou face, et on a une chance sur 6 de faire un 6. En trading, on ne le sait pas. On ne sait pas quelle probabilité on a. Alors, on peut faire des estimations. On va estimer le taux de réussite. Mais c'est qu'une estimation. C'est pour ça qu'on parlera de taux de réussite théorique, parce que c'est en théorie. Alors ça va essayer de s'approcher le plus possible de la réalité, mais ça restera très théorique. Et ce taux de réussite, il va varier en fonction de 3 critères qui vont nous permettre de plus ou moins dire quel serait notre taux de réussite, en tout cas de l'estimer avec plus ou moins d'exactitude. Donc la première chose, c'est la taille du stop loss et la taille du take profit. C'est-à-dire, le stop loss, c'est combien vous êtes prêt à perdre en points, et le take profit, c'est combien vous êtes prêt à gagner. Le ratio également qui existe entre le stop loss et le take profit. C'est-à-dire, en gros, est-ce que le take profit est une fois, 2 fois, 3 fois plus gros que le stop loss, ou inversement? Est-ce que le take profit est une fois, 2 fois, 3 fois plus petit que le stop loss? Et également, l'endroit, mais également le moment et le sens dans lequel on va rentrer. C'est-à-dire que ça va dépendre si on est acheteur ou vendeur, ça va modifier le taux de réussite en fonction du marché. L'endroit où l'on va rentrer va également modifier le taux de réussite. Et le moment où on va rentrer va également modifier le taux de réussite. Alors la taille du stop loss et la taille du take profit.
En gros, là on parle en points. C'est-à-dire qu'on ne parle pas en euros, on parle en points. Donc par exemple sur un trade, je vais risquer 20 pips ou 20 points et je veux en gagner 30 pips ou 30 points. Donc plus le stop loss ou plus le take profit est petit et plus les probabilités qu'il se fasse toucher rapidement sont importantes. Je pense que c'est assez logique. C'est-à-dire que si j'utilise un petit stop, mes probabilités pour qu'il se fasse toucher sont importantes. Inversement, bien évidemment, plus le stop loss ou le take profit est grand, et moins les probabilités qu'il se fasse toucher sont importantes. Alors je donne un exemple. Imaginez que ça, ce soit le départ d'un mouvement, et on décide de le trader. Donc on va avoir on va dire deux trades. Le premier, il a un take profit qui est représenté par la longueur de cette double flèche. Le deuxième, il a un take profit beaucoup plus grand. Le premier trader a bien évidemment plus de chances de probabilité d'atteindre sa cible que le deuxième. Alors pour l'instant, le marché, on ne sait pas jusqu'où il peut s'arrêter. En gros, c'est l'interrogation. Mais peu importe, on sait que le premier trader ici, le trader A, il a plus de chances d'atteindre son objectif que le trader B. Donc on continue. Là, le marché poursuit. Le premier trader a touché son objectif. On continue. On espère pour le deuxième. Ah, pas de bol. Le marché s'arrête à cet endroit-là. Donc le trader B n'a pas touché son objectif. Donc plus votre objectif, donc plus votre stop ou votre take profit est grand, et moins les probabilités qu'il se fasse toucher sont importantes. Ça veut dire que le taux de réussite va dépendre de la taille du stop loss et de la taille du take profit. Après, on va parler du ratio. Alors, autre exemple qui illustre bien et qui démontre bien pourquoi. Alors, imaginez que nous ayons trois trades. A, B et C. Donc, comme on l'a vu, A a plus de chances que sa cible se fasse toucher que B et que C. Et B a plus de chances que C, bien évidemment. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que les probabilités sont différentes? Alors, ok, il y a une explication logique. N'oubliez pas qu'on fait une approche statistique, donc il y a une approche statistique et une idée statistique derrière. Il y a une logique statistique. Il est évident que plus on va essayer de capter un petit mouvement, et plus nos probabilités de le gagner sont importantes. Un accord le trader A, en gros, ce serait celui-ci. Hein, il rentre à la vente ici, il a un stop loss là, qui est tout petit, et il a un take profit ici qui est tout petit. Et le trader B et C, ce serait plutôt le deuxième cas. Mais il y a également une explication un peu comportementale. Alors, ici, le trait bleu représente ce qui se passe pendant une journée. D'accord? Donc, imaginons qu'on commence le matin ici à 9 heures. Et ici, il est 18 heures. Le trader A, il va rester peu de temps exposé au marché. Il va rester par exemple une heure ou deux. Le trader B, il va rester plus longtemps. Et le trader C, il va rester encore plus longtemps. Pourquoi est-ce que A a plus de chances de toucher son objectif que B et que C? Parce que comme il va rester moins longtemps exposé au marché, il va avoir moins de probabilité pour qu'il se passe quelque chose qui va contrarier son trade. Alors, imaginons que les deux points qui sont ici représentent un événement qui puisse mettre en danger notre trade. Par exemple, une nouvelle, une news importante. Plus vous restez longtemps en position, et plus vous avez de probabilité que pendant la durée de votre trade, un accident arrive. C'est comme si je vous disais, vous avez deux... Alors bon, je ne vais pas parler des avions parce que j'ai pas envie d'en effrayer plus d'un, mais imaginons la voiture. J'ai deux personnes qui prennent le volant dans les mêmes conditions. J'en ai un qui doit parcourir 10 km et un qui doit parcourir
100 km. Les probabilités pour qu'il arrive un accident sont plus importantes pour celui qui va conduire 100 km que pour celui qui va conduire 10 km. Ben là, c'est la même chose. Les probabilités pour qu'il se passe quelque chose qui contrarie notre trade et qui donc nous empêche de toucher notre cible sont plus importantes si on reste plus longtemps exposé au marché. Et plus notre taille de stop ou plus notre taille de take profit est grande, et plus longtemps, bien évidemment, on va rester au marché. Si on a une cible à 10 pips, peut-être que la cible sera touchée en 2, 3, 4, 5 minutes. Si on a une cible à 50 pips, peut-être qu'il faudra le même nombre de temps, ça dépend de l'accélération du marché, mais peut-être qu'il faudra plus de temps, peut-être qu'il faudra une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et donc pendant ce laps de temps, eh bien, il peut se passer plein de choses. Et ce genre de choses peut encore plus modifier notre probabilité. C'est-à-dire que non seulement on a moins de chances de gagner 50 que 10 d'un point de vue statistique, mais en plus de ça, d'un point de vue comportemental et fondamental, il peut se passer plein de choses pendant tout ce laps de temps qui viennent remettre en cause notre trade et donc diminuer encore plus notre taux de réussite. Donc l'espérance de gain, comme on l'a défini, ça dépend du taux de réussite, et le taux de réussite va dépendre de la taille du stop loss et de la taille du take profit. Mais pas que, parce que ça va également dépendre, comme on l'a dit tout à l'heure, du ratio qui existe entre le stop loss et le take profit. Alors, prenons un exemple. Si le marché suit une loi purement aléatoire, c'est-à-dire qu'en gros, on a autant de chances, donc autant de probabilités de faire plus 1 que de faire moins 1. En gros, c'est comme si à chaque fois on avait 50% de chance pour que le mouvement monte de 50 pips ou 50% de chance pour que le mouvement descende de 10 pips. Donc il y aurait autant de probabilité de faire plus 1 que moins 1, 50-50. Ça voudrait dire que à tout moment, j'ai 50% de chance que le prix monte de 20 points et 50% de chance que le prix chute de 20 points également. On est d'accord. J'ai 50% de chance pour qu'il monte de 10 et 50% pour qu'il descende de 10. 50% pour qu'il monte de 30 et 50% pour qu'il descende de 30. Ça voudrait également dire que, à tout moment, si je vends, j'ai 33% de chance pour que le prix monte de 30 points et 67% de chance pour qu'il monte de 10 points. Alors, j'illustre tout ça, et donc pour qu'il baisse. Si je parie sur plus 20 ou moins 20, si le marché suit une loi purement aléatoire, je vais donc avoir 50% de chance de faire plus 20 et 50% de chance de faire moins 20. Et si le marché suit une loi purement aléatoire, je vais avoir donc plus 10 ou plus 30. Voilà. Donc je vais avoir 67% de chance pour qu'il fasse plus 10. Et par contre, je n'aurai que 33% de chance pour qu'il fasse plus 30. C'est ça qu'on appelle le ratio. Le ratio, qu'est-ce que c'est? C'est l'objectif en gain par rapport à l'objectif de perte. Par exemple, ici, plus 20 divisé par moins 20, ça nous ferait 1. Donc ici, j'ai un ratio de 1. Décidément, mon stylo des fois bug. Ici, j'ai plus 10 et par exemple moins 30. Donc, j'ai 10%, enfin je vais essayer d'en gagner 10 en risquant 30. Donc 10 divisé par 30, ça nous fait donc 0,3. Bon, c'est censé être un 3. Hein. Alors je sais pas si ça a été clair pour tout le monde. Donc là on est dans le cas où le marché suit une loi purement aléatoire. D'accord? Et donc on voit que le ratio qui existe entre le stop loss et le take profit vient modifier les taux de réussite. Si j'ai un ratio de 1, j'ai 50% de chance. Si j'ai un ratio de 0,3,
j'ai 67% de chance d'atteindre mon objectif. Si on avait fait l'inverse, et j'aurais eu un ratio de 3, c'est-à-dire plus 30 divisé par moins 10, j'aurais donc eu un ratio de 3, ça aurait été l'inverse, je n'aurais eu que 33% de chance d'atteindre mon objectif. Alors comme le marché ne suit pas de loi purement aléatoire, tout ça, c'est pas que c'est vraiment applicable, mais on n'a pas vraiment ce genre de statistiques. Mais il est vrai que le ratio va énormément influencer le taux de réussite, pour les mêmes raisons que l'on a expliqué juste dans le slide d'avant, que on a plus de chances de faire 10 pips que d'en faire 30. Donc imaginez quelqu'un qui prenne un trade et qui veuille risquer 10 pips, donc en perte, mais qui veut gagner 30 pips. Et bien théoriquement, il a donc 2 fois plus de chances de perdre que de gagner. C'est-à-dire qu'il a 67% de chances de perdre et 33% de chances de gagner. Et si un trader risque 20 pips pour en gagner 20, bon, en gros c'est 50-50 quoi, les chances sont équitables, équiprobables. Mais bon, les chances ne sont pas vraiment équiprobables puisque heureusement le trading c'est pas un jeu de hasard. Il y a des logiques à respecter, il y a des choses à respecter. Et donc heureusement tout ça va quand même beaucoup dépendre de l'endroit et du moment et surtout le sens dans lequel on va rentrer. Parce que sur les marchés il y a des zones et il y a des moments où les probabilités ne suivent absolument pas des règles aléatoires et où les probabilités sont modifiées. Et donc ça veut dire qu'il y a des endroits où si je risque 20 pips pour en gagner 20, et bien des fois j'ai plus de chances de gagner 20 que d'en perdre 20, ou des fois j'ai plus de chances d'en perdre 20 que d'en gagner 20. Alors on peut le démontrer de deux manières, avec une logique statistique d'abord, et avec une logique comportementale. En analysant en fait statistiquement les mouvements, on va pouvoir démontrer que, oui, des fois, j'ai plus de chances de faire moins 20 que de faire plus 20. Alors, tout ça, on le démontrera, bien sûr. Et de plus, les mouvements, ils ne sont pas liés à des lancers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de hasard. On ne peut pas donc juste parler statistique. Les mouvements sont surtout liés à des réactions de traders et d'investisseurs. C'est-à-dire qu'il y aura des zones de faible volume, de fort volume, bref, peu importe. Mais il y aura des zones où les probabilités de faire plus 20 seront plus grandes que de faire moins 20, non pas d'un point de vue statistique, même si on pourrait le démontrer d'un point de vue statistique, mais surtout d'un point de vue comportemental. Parce qu'il y a des zones où il y a des réactions, des comportements qui sont bien particuliers. Mais il y a également des moments, par exemple avant une nouvelle, avant une ouverture de marché, juste après une ouverture de marché, etc. etc. Et puis le sens. Ça dépendra dans quel sens vous allez rentrer, ça va modifier vos probabilités. Des fois, dans un marché, si vous décidez de rentrer à l'achat, vous aurez plus de chances de faire plus 20 que de faire moins 20. Mais ça peut être des fois l'inverse. Si vous décidez de rentrer à l'achat dans un autre type de marché, vous aurez peut-être plus de chances de faire moins 20 que de faire plus 20. Et puis ça dépendra également, comme on l'a dit, de l'endroit où vous allez rentrer. Bon, pour terminer, comment est-ce que nous, du coup, on va calculer le taux de réussite théorique sur un trade? Ça, c'est important de le comprendre. Donc au pire, repassez-vous 2-3 fois cette partie-là, puisque tout va être basé ensuite sur ça, hein. Alors comment est-ce que du coup on fait des approximations? Alors imaginons quelqu'un qui veuille vendre ici, et quelqu'un qui veuille vendre ici. La question c'est, comment est-ce qu'on calcule le taux de réussite pour les deux traders là? Alors il y a deux approches. Il y a ce qu'on appelle l'approche du reward ratio. C'est-à-dire que le trader, il va risquer une somme, qu'on appelle le stop loss, et il va viser une somme prédéfinie, donc le take profit. C'est-à-dire qu'en gros, quand il prend son trade, il va dire ben, je risque 20 points pour en gagner 20. Et j'en démords pas, je gagnerai mes 20 points. Donc on a par exemple trader, le trade A et le trade A'. Donc le trade A, c'est simple, il y a une entrée qui est ici, un stop loss qui est ici, et un take profit qui est ici. On voit que le trader rentrant ici, le take profit sera touché, donc il va gagner plus 10. Le trader A', même chose, il rentre plus bas, il met son stop loss ici,
et il met son objectif de gain, donc son take profit ici. Problème, on voit que le marché, il lui fait un fuck, hein. Donc il rentre là, et il sortira ici en perte, moins 10. La question qu'on se pose, c'est, est-ce que alors quelle est l'espérance de gain du premier trade? Quelle est l'espérance de gain du deuxième trade? Alors le premier trade, on avait un stop loss par exemple qui était au-dessus d'un sommet. Et le deuxième trade, on avait un take profit qui était en dessous du creux. Mais vous allez me dire, oui, mais oh, on le savait qu'il y avait le sommet, par contre, on ne savait pas encore que ça allait faire un creux. Ok, donc disons-le différemment. Le premier trade, on l'a pris proche du sommet. Le deuxième trade, on l'a pris plus loin du sommet. Or, plus on s'éloigne d'un sommet, et plus les chances de faire un creux sont importantes. C'est logique. Plus on s'éloigne du début d'un mouvement, et plus nos probabilités que ce mouvement s'arrête sont grandes. Imaginez que l'on fasse des paris. On est sur une belle plage. Ceci est une plage, et ceci est la mer. Et puis, on fait le pari sur un mec qui va lancer des pièces. Donc là, il y a un mec. Et là, certains d'entre vous, malgré que mes slides soient assez beaux, vous êtes en train de comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas fait artiste, malgré d'éventuels talents, hein, parce que je suis assez fier quand même de tous mes petits slides. Donc imaginons un mec, donc, comme on a dit, qui veuille lancer une pierre. Alors il lance sa pierre. Donc ça c'est une pierre, et ceci représente la dynamique du mouvement. Hop, au moment où il lance la pierre, on fait des probabilités. Et on se dit, d'après toi, est-ce que la pierre va chuter dans la mer ici, ici ou ici? Imaginons que la pierre donc suive cette sorte d'allure. Plus la pierre va rester en l'air, et plus les probabilités pour qu'elle tombe dans la mer s'approchent. C'est-à-dire que quand le mec qui vise que le lancer de pierre s'arrête ici, il est un peu con quoi. C'est-à-dire que en gros il dirait moi je parie que la pierre va rester une seconde en l'air et qu'ensuite elle va faire plouf. Bon, il va se tromper. Par contre, plus la pierre s'éloigne du lanceur, et plus les probabilités pour que dans la seconde suivante elle tombe dans l'eau sont grandes, on est d'accord. C'est assez logique. Donc, si vous voulez, plus on s'éloigne du début du mouvement, et plus les probabilités pour que ce mouvement s'arrête, hein, là on avait une baisse, et ensuite ça part dans une hausse, donc plus ces probabilités que le mouvement s'arrête sont importantes. Alors le problème c'est que on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc il faudra qu'on fasse des estimations, bon ça sera le boulot de l'analyste. Une autre image que j'aime bien utiliser, imaginons que vous êtes au volant de votre voiture. Vous avez tradé, donc vous avez pu vous offrir une voiture de sport. Vous roulez tranquille, et puis bon, il y a un virage. Alors vous prenez le virage, vous êtes en plein centre-ville. Le centre-ville est quadrillé, il y a des blocs de partout, donc vous voyez pas ce qui peut venir à droite à gauche, mais bon, vous marquez un petit temps d'arrêt, hop, hop, vous regardez à droite à gauche, il n'y a pas de voiture, boum, vous emboîtez. Vous prenez donc une nouvelle rue, et là, au loin, vous voyez un feu qui est vert. Et là, vous dites deux choses. Je sais pas depuis combien de temps est-ce qu'il est vert ce feu. Donc ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'il soit vert depuis longtemps, et que donc il va passer au rouge incessamment sous peu. Mais en même temps, il y a également une probabilité pour que le feu vienne juste de passer au vert, et que donc je suis tranquille, et que je peux rouler tranquillou, et je me ferai pas emmerder par un feu rouge. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut que j'appuie sur le champignon pour être sûr de passer au vert, ce qui est très con en passant, donc ne le faites pas, mais c'est pour l'exemple, ou alors est-ce que je peux conduire comme le papy dans sa Bentley et d'espérer passer au vert parce que c'est tellement chiant d'appuyer sur le frein et s'arrêter. C'est un peu ça notre problème également au trading. On ne sait pas vraiment quand est-ce que on va s'arrêter, mais plus on s'éloigne du début du mouvement et plus on sait qu'on va s'arrêter. C'est comme si le conducteur finalement, il y avait un panneau qui écrirait écoute mon gars, on est passé au vert il y a 5 secondes. Donc puisque ça fait 5 secondes, il se dit que peut-être on est au début, donc il a le temps.
Si par contre le panneau dit bah écoute on est passé au vert depuis plus d'une minute, bah, peut-être qu'il se posera des questions en disant bon ça fait une minute qu'il est vert, peut-être que je vais devoir accélérer si je veux passer au vert, parce que le rouge a une plus forte probabilité d'arriver maintenant. Donc plus on s'éloigne du début, c'est-à-dire plus on s'éloigne du début du feu vert, et plus on s'approche bien évidemment du feu rouge. Ok. Alors dans le premier exemple, on a une espérance de gain. Donc comme on est là-haut, on va dire un taux de réussite de 100%. C'est-à-dire que en rentrant ici avec un stop loss au-dessus de mon take profit, de mon creux, et en visant, on va dire un petit 10 points, admettons que l'on ait un taux de réussite de 100%. Donc le calcul de l'espérance de gain pour le trading, c'est pourcentage de gain, donc 100%, multiplié par le take profit, donc plus 10, moins pourcentage de perte, multiplié par le stop loss. Donc espérance de gain de A, donc du premier trade, c'est 100% fois 10, moins 0% fois 10, ce qui fait donc plus 10. Quelle est l'espérance de gain du deuxième trade? Vu qu'on est rentré tard, on a moins de probabilité que notre take profit se fasse toucher par le marché. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc on finit à moins 10. Donc en rentrant ici, on a un taux de réussite de 0%. Donc 0% fois 10, moins 100% fois 10, ce qui fait moins 10. Donc en gros, on a gagné, on a perdu pardon, ce qu'on avait gagné. Donc ça veut dire que sur ce genre de trade, là par exemple, ça pourrait être une stratégie. Je crée une stratégie, bon je vais rentrer au début du mouvement, et puis je vais rentrer un peu plus tard, avec un gain à plus 10 et une perte à moins 10. Si on fait ça, en gros, grosso modo, notre espérance de gain totale, c'est 0. Alors bien évidemment, ça dépend, comme on l'a dit tout à l'heure, du take profit, etc. C'est pour ça que c'est assez subtil et intéressant. Parce que là, j'ai choisi de mettre un take profit à 10, mais vous savez, comme on l'a démontré tout à l'heure, que si j'avais mis un take profit à 5, je me serais peut-être fait toucher. Parce que j'ai plus de probabilité de faire moins 5 que de faire moins 10. Vous voyez toutes les petites subtilités auxquelles il faudrait penser un peu? Alors, deuxième exemple. Trader qui veut rentrer ici et trader qui veut rentrer là. Donc même endroit, sauf que l'approche, lui, est différente. Il va pas en fait sortir sur un take profit. Et vous allez voir que c'est le mieux. En fait, il faut pas avoir il faut pas avoir envie de faire un gros taux de réussite et donc de prendre des petites cibles prédéterminées. Il faut en fait prendre ce que le marché a à vous offrir. Donc imaginons que le trader 2, lui, justement, il va prendre ce que le marché a à offrir. Donc il va prendre le trade B et le trade B'. Alors, imaginons que le trade B, il décide de sortir à cet endroit. Alors pourquoi cet endroit-là? Alors c'est pas quelque chose qui est déterminé avant. En fait, il regarde le marché. Donc il rentre ici, puis il voit que le mouvement descend. Et qu'ensuite il remonte. Donc en fait, quand il remonte trop, le trader décide de sortir ici. Donc il rentre là, il sort ici. Et B', il fait pareil. Il est rentré ici, il espérait gagner, puis finalement il voit que ça remonte, donc il décide de sortir. Alors du coup, premier trade, il gagne plus 20. Et le deuxième trade, il fait que moins 2. Donc il a gagné plus, il a risqué, il a perdu, enfin il a gagné plus, il a perdu moins. Alors, quand on n'a pas de cible initialement pensée lorsque l'on prend un trade, c'est-à-dire que dans le premier cas, on avait quelqu'un qui savait à l'avance combien est-ce qu'il voulait perdre et combien est-ce qu'il voulait gagner, donc il avait mis un take profit et un stop loss, il savait qu'il voulait gagner 10 pips, c'est pas autrement, pour des raisons qui peuvent être obscures ou pas. Et dans le deuxième cas, le trader lui veut plutôt profiter du mouvement. Il prend ce qu'il y a à prendre. S'il y a à prendre 20 points, il prend 20 points. S'il y a à prendre moins 2, il prend les moins 2. Donc du coup, c'est ce qu'on appellera le payoff ratio. Donc d'un côté, il y a des calculs qui se font avec le reward ratio, c'est-à-dire qu'on a un take profit qui est prédéterminé et un stop loss qui est prédéterminé. Et de l'autre côté, on a un payoff ratio, où on ne va pas se laisser toucher le stop loss, ni on ne va pas utiliser take profit. En fait, on va avoir un stop loss au début, oui, mais on décide de sortir le mieux que l'on peut. Et souvent, des fois, avant le stop loss. Ce qui est du coup une approche plus intelligente. Donc du coup, calcul de l'espérance de gain. Espérance de gain de B, on a toujours 100% de taux de réussite, puisque on a un stop loss qui est là-haut. Donc imaginons un monde parfait où bien évidemment, à chaque fois, on est 100% de taux de réussite. Donc on a 100% de chance de faire plus 20, 0% de chance de faire moins 10 du coup, parce que 10 c'était le risque qu'on était prêt à prendre. Et quel est mon... alors en fait là je crois que j'ai fait une petite erreur.
Ouais, j'ai fait une erreur dans les calculs parce que en fait là c'est gain moyen et perte moyenne. Donc en moyenne, j'ai gagné 20 et en moyenne j'ai perdu moins 2. Donc ici c'est effectivement x20, mais là j'aurais dû faire x2 et non pas x10, hein, désolé. Bon, ça change rien au résultat, ça fait quand même plus 20. 100% x20 moins 0% x2, ça fait 20. Et l'espérance de gain de mon deuxième trade, bah, en moyenne, sur mes trades, hein, j'ai perdu moins 2 euros, j'ai gagné 20. Donc 0% x 20, moins 100% x 2, égale donc moins 2. Donc si je fais le cumul, en tout, j'ai plus 18. Donc ma stratégie est plus gagnante que ma première stratégie. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule le taux de réussite. Et également donc les espérances de gain.